Nous allons aborder à grands traits la logique politique révolutionnaire débouchant sur une confrontation violente avec l'Église catholique. Nous prendrons appui sur une bande dessinée relatant l'histoire locale de Corseul et sur des documents historiques. Le problème de la dette de l'État est à l'origine de la Révolution, et la nouvelle Assemblée nationale doit trouver une solution. Les biens de l'Église, pas loin de 7% des terres du royaume, et beaucoup de bâtiments, sont tentants. L'évêque d'Autun, Talleyrand Périgord, déclare à la tribune de l'Assemblée nationale: le clergé n'est pas propriétaire, à l'instar des autres propriétaires, puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés non pour l'intérêt des personnes, mais pour le service de ses fonctions. Le décret du 2 novembre 1789 résout le problème de la dette publique par la confiscation et la vente des biens du clergé. L'État paye ses dettes avec des assignats dont la valeur correspond à ses nouveaux biens nationaux. En contrepartie, il prend en charge ce qui relevait de l'Église: état civil, enseignement et assistance. Il verse aussi le salaire des prêtres et des évêques. Le haut clergé, composé d'évêques et d'abbés, y est plutôt hostile, alors que le bas clergé, composé de prêtres, y est majoritairement favorable. Mais le pouvoir révolutionnaire développe, surtout dans les villes, une citoyenneté hostile à l'Église catholique. Une culture populaire urbaine anticléricale se met en place. Elle est renforcée par la diffusion de gravures jouant sur le vulgaire et le comique pour dénigrer une Église accusée de s'accaparer les richesses du peuple, d'être obscurantiste et d'être un soutien indécrottable du roi. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale adopte la constitution civile du clergé. Celle-ci entraîne la suppression de plusieurs évêchés car il y a un alignement sur les départements. Les évêchés de Dole, Léon, Saint-Malo et Tréguier disparaissent. Il y a aussi une diminution du nombre de paroisses qui sont alignées sur les communes. Cela brise des carrières ecclésiastiques et des économies locales. Des prêtres se retrouvent sans paroisse, des employés d'évêchés disparus sont licenciés. La même année, des ordres monastiques considérés comme étant inutiles à la société sont supprimés par les députés et doivent livrer leurs locaux à la nation. L'Assemblée nationale veut soumettre le clergé catholique à son autorité. Et le 27 novembre 1790, elle exige que les prêtres et les évêques prêtent serment de fidélité à la Constitution. C'est le début de l'affrontement. Messieurs les Noirs lancent leur venin anticonstitutionnel contre les décrets de l'auguste Assemblée nationale sur l'abolition des pouvoirs temporels du clergé. Messieurs les évêques du côté gauche prononcent le serment civique décrété le 27 novembre. Je jure de maintenir la Constitution décrétée et acceptée et d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi. Des curés avaient participé à la rédaction des cahiers de doléances. Ils étaient favorables au changement et plusieurs avaient été élus maires. Ils démissionnent et, en 1791, 75% d'entre eux deviennent des réfractaires et refusent le serment. Leur fidélité va à Dieu et le pape les encourage dans cette voie. Les révolutionnaires se radicalisent et mènent une politique anticatholique. En 1791, les assermentés n'ont plus le droit d'officier. En 1792, ils doivent quitter la France où c'est la prison, voire la déportation en Guyane. La révolution s'emballe à partir du mois d'août 1792. Les manifestations religieuses sont interdites en dehors des églises, le port de la soutane est interdit, les cloches sont interdites, le mariage des prêtres devient obligatoire, un calendrier républicain vient effacer le calendrier grégorien. Une guerre civile éclate dans l'ouest de la France. On l'appelle chouannerie pour la Bretagne. Ses causes sont multiples. Les mesures anti-religieuses bouleversent la vie traditionnelle. Les nobles restés excitent parfois la population, mais ils n'ont pas de succès avant 1793. L'exécution du roi, quant à elle, a un faible impact. Par contre, il existe une véritable rancœur des paysans, car ils sont exclus de l'Assemblée nationale. Ils n'y ont pas de représentants. Le détonateur qui met le feu aux poudres est la levée de 300 000 hommes par la Convention pour faire face à la coalition des souverains européens dressée contre la France régicide. Les paysans détestent le tirage au sort, d'autant plus que les gardes nationaux bourgeois, profiteurs de la Révolution, en sont exonérés. L'affrontement est sans pitié. Des centaines de prêtres sont arrêtés, emprisonnés au Mont-Saint-Michel, guillotinés ou déportés en Guyane. Robespierre veut que l'État prenne en main la religion et qu'il l'organise. Il tente d'imposer le culte de l'être suprême en 1794. Il s'agit de promouvoir un culte républicain, mais s'appuyant sur la liberté ou la mort. Cela donne lieu à une immense fête dans la capitale, mais cela ne va pas sans créer un certain malaise avec Robespierre qui apparaît en grand prêtre. Un dictateur serait-il né? Paris n'est pas seul à être concerné, c'est tout le pays. Cette volonté est affichée par exemple sur le tympan de la cathédrale de Clermont-Ferrand. C'est une véritable injure pour les catholiques.
Tout cela renforce la volonté des Chouans de Bretagne, de Basse-Normandie et d'Anjou à combattre les républicains. Pas de bataille rangée. C'est trop dangereux face aux troupes expérimentées de la République. Les coups de main, les embuscades, les assassinats sont beaucoup plus efficaces et faut régner la terreur dans les rangs des républicains. Les représentants de la République, surtout les hommes de loi, notaires et juges de paix, sont des cibles de choix. Pour les bleus, c'est la liberté ou la mort, mais pour les blancs, c'est Dieu ou la mort, ce qui les rallie au roi. Les Chouans bénéficient d'une aide extérieure appréciable. L'Angleterre est en guerre contre la France, dont elle ne veut pas qu'elle puisse dominer l'Europe. Pour affaiblir la République française, elle envoie des armes aux Chouans. Après 7-8 années de guerre épouvante, et face à un Napoléon Bonaparte ayant solidement assis son autorité sur le pays, et imposé la paix à toute l'Europe, les chefs chouans acceptent de signer la paix et obtiennent une amnistie. Le consul Bonaparte signe avec le pape un concordat en 1801 qui permet de rétablir la paix religieuse. Les prêtres sont payés par l'État, les évêques sont nommés par Bonaparte, le clergé prête serment de fidélité, le culte catholique est rétabli. Les paysans bretons et de l'Ouest ont défendu avec acharnement leurs prêtres, car ces derniers sont issus du peuple, et qu'ils participent à tous les grands événements de la vie, ici par exemple le baptême. Pendant des siècles, c'est l'Église qui officialisait l'union d'un homme et d'une femme, à travers la célébration du mariage. C'est le prêtre qui tenait l'état civil, à travers le registre des baptêmes, mariages et sépultures. Ce n'est qu'à partir de 1789 que l'État prend en charge cet état civil. Chaque semaine, la population avait son rendez-vous avec le prêtre lors de la messe. Le dimanche et les fêtes religieuses rythmaient la vie de beaucoup de Français. Si le baptême marque l'entrée dans la communauté des fidèles, il fallait tout de même que les jeunes gens aillent au catéchisme, soit un temps long à partager avec le prêtre. Dans les campagnes, le curé est l'une des rares personnes maîtrisant bien la lecture et l'écriture. C'est lui qui parfois assurait l'école et que les gens allaient voir lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour un acte écrit.